Alain Minc pour le Crépuscule des dieux chez Grasset, un essai comme chaque année. Merci Alain Minc d'être là. Alors on l'a vu dans le sujet, votre société de conseil, vous réalisez plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Vous conseillez les plus grands du CAC 40. Vous êtes un penseur, vous sortez un livre par an. Vous êtes président du conseil de surveillance du quotidien Le Monde. Alors vous prédisez la fin des élites dont vous faites partie. Quand on vous lit, vous dites « Étrange paradoxe, le fils d'immigrés, le produit caricatural de l'élitisme républicain que je suis, ressent aujourd'hui ce que devaient éprouver dans les années 1780 les Turgot, Condorcet, Malesherbes et d'autres moins notoires, la certitude d'appartenir à une aristocratie condamnée. » Oui, je trouve que vous et moi, on est une métaphore en réalité de ce petit bouquin. C'est-à-dire ? Moi, j'appartiens à un monde qui finit, qui a été un monde assez formidable, car en effet, j'ai profité extraordinairement de ce système. Mes parents sont des juifs polonais arrivés en France en 1931, avec tous les problèmes de l'immigration. Et en effet, je suis allé au cœur du système. Mais ce monde va disparaître. Pourquoi ? Et il va disparaître parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour une élite telle qu'elle fonctionnait, avec ses codes sociaux, ses habitudes de pensée, sa manière d'être. Et puis une autre élite apparaît et vous en êtes le représentant. Donc je vous passe le relais. C'est trop aimable à vous. Mais quand vous dites notre élite disparaît, vous dites que la fin des élites est évidemment le résultat des lâchetés, des faux pas des élites elles-mêmes. Mais c'est surtout le résultat d'une société dirigée par l'opinion et les médias. Ça, j'ai bien compris pour la fin de la phrase, mais sur la première partie de la phrase, celle qui vous incombe. C'est quoi ? Évidemment, le résultat des lâchetés, des faux pas des élites elles-mêmes. Ce que je dis, c'est la fin des élites. Alors, il est naturel, étant ce que je suis, qu'on dise « il fait le procès des élites ». Alors, il y a une part de responsabilité des élites, d'inadaptation, de non-compréhension du monde moderne, de côté endogame, on vit ensemble, qui est tout à fait vrai. Mais ça ne suffirait pas. Vous savez, le propre des élites dans l'histoire, ça a été de se survivre à elles-mêmes malgré leurs défauts. Je crois qu'il se passe quelque chose qui va très au-delà de ça. C'est-à-dire, au fond, il y avait autrefois des classes sociales. La classe ouvrière a disparu. La classe moyenne, le peloton s'est allongé. Il restait une classe dominante, en effet, dans la société. Cette classe dominante aussi explose, et il y a des individus, mais ils n'exercent plus les mêmes fonctions qu'autrefois, et ça ne vaut pas que pour la France. Je vous donne un exemple moi, qui me fascine, qui est l'homme le plus riche du monde, qui est Bill Gates. Bill Gates, en dehors de faire tourner sa boutique, plutôt bien, en réalité, il fait une action sociale formidable en Afrique. Ouais. Mais son prédécesseur, il y a 30 ans, s'appelait M. Ford. M. Ford, il pensait qu'il changeait les États-Unis en ayant une idée de la vision qu'il avait de son pays, bonne ou mauvaise. Bill Gates ne dit jamais aux Américains « on va bâtir une autre Amérique ». Ça, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui une importance dans leur métier peuvent faire le bien, participer à des fondations, on le fait tous, mais en réalité, ils ne se sentent plus en charge d'un projet collectif. C'est nouveau, on va voir ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas très inquiet. En quoi, Alain Minc, les élites sont de plus en plus déconnectées aujourd'hui des réalités qu'hier ? En quoi, quand vous avez vu le tournant, et en quoi aujourd'hui les élites sont comme ça déconnectées ? Je crois que dans le film, on reprend d'abord un chiffre. Elles sont moins représentatives de la population qu'elles l'étaient. Ouais, vous l'écrivez. La sociale ne fonctionne pas. Et puis, alors, 7% aujourd'hui contre 21 autrefois des jeunes issus des classes populaires admis à l'IX ou à l'ENA. Il y a un autre chiffre que je trouve fascinant. S'il y avait aujourd'hui autant de polytechniciens par rapport au nombre d'étudiants qu'il y en avait il y a 150 ans, il ne serait pas 400, il serait 50 000. Ah la vache. Non, mais ça, je trouve ce chiffre extraordinaire. Ça montre à quel point le goulot d'étranglement s'est fermé. Mais vous seriez pour une discrimination positive à l'entrée des écoles ? Ah, mais moi, je suis absolument pour une discrimination positive à l'intérieur des écoles. Je suis pour le fait qu'on aide à entrer en classe préparatoire des jeunes. Je participe à une fondation dont la vocation est assez étonnante. On donne des bourses aux élèves issus de ZEP qui ont eu mention très bien au bac, donc qui sont déjà très bons, et on dit on va essayer de les mener tout en haut. Bon, je crois qu'il faut essayer de faire bouger ce système. Mais vous diriez que les élites, par exemple, n'ont pas vu venir ce qui montait dans les banlieues ? Tellement déconnectés ? Je ne dirais pas tout à fait ça. Intellectuellement, tout le monde savait, pratiquement personne n'a rien fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est si commode de ne rien faire. Maintenant, on va faire. Maintenant, on va faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu 2 jours où la France a eu très peur. Vous savez, c'est un pays incroyablement solide et extrêmement fragile. Et je trouve qu'il y a eu 2-3 jours où s'il n'y avait pas eu le couple improbable mais efficace fait de Villepin et de Sarkozy, on aurait eu un sentiment de laisser aller. Imaginez, je ne veux pas faire de politique politicienne, mais imaginez dans les mêmes fonctions M. Raffarin qui parle, paraît-il, direct, et M. Douste-Blazy. Je ne suis pas sûr que le pays aurait tenu de la même manière. Là, Villepin-Sarkozy, c'est très efficace. C'est un pays fragile. Il faut faire gaffe. Quand vous dénoncez... Attendez, je voulais dire un truc.
Et le transfert, parce que nous, on se pose la question, les petites gens... Petits gens, pas vous. Non, mais quand en haut, on s'aperçoit qu'en fait, des énarques et les fils... il y a un transfert par le sang du pouvoir parce que les fils d'énarques sont des énarques. Et on a un petit peu le sentiment, on se dit, ce transfert comme ça par le sang du pouvoir, en fait, façon royale, est-ce que c'est pas ça qui déconnecte tout le monde? Et est-ce que ce quota, justement, ce quota de gens, toute la France devrait être représentée, on devrait prendre du milieu le plus modeste? C'est ce que vous dites, c'est ce que vous disiez. Je trouve ça formidable. Non, mais moi, j'en suis protégé. Dieu merci, mes 3 enfants n'ont pas voulu faire l'ENA. Ils font quoi vos enfants? Ils ont fait des écoles de commerce. C'était peut-être une manière de régler leur Oedipe. Mais c'est vrai. Enfin, ils ont du talent. On va voir, j'espère. Vous savez, les pères sont amoureux. Hein. Oui. Mais je crois en effet que ce n'est pas tellement le sang, c'est la propriété d'une espèce de capital culturel. Quand vous êtes le fils d'un grand prof, que vous habitez le 5e arrondissement, que vous allez au lycée Henri IV, vous avez bien meilleure chance d'aller au sommet du... Sarkozy, il n'a pas fait l'ENA. C'est pour ça que c'est tout le temps Sarkozy, il n'a pas fait l'ENA. Vous pensez que c'est pour ça qu'il a la cote, hein? C'est pour ça qu'il parle différemment. Oui, parce que vous, dans le livre Oligarque de la pensée unique européenne, populisme fonctionnel, rançon de l'ivresse démocratique, on ne peut pas dire que ça fasse très peuple, votre façon de parler. Racaille, Karcher, c'est plus non, mais simple. Je peux parler aussi comme ça. Hein. C'est pas le fait. Sarkozy, quand il écrit, ne dit pas Racaille et Karcher. Hein. Il a les styles adaptés. Quand vous parlez de Karcher et de Racaille. Et moi, j'ai dit fais gaffe. Donc ça va. On n'est quand même pas des analphabètes. Il paraît qu'un jour, il était en colère, il a dit crotte, mais bon... Oh non. Mes enfants, vous direz que je fais bien pire, ne vous inquiétez pas. Quand vous parlez tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait évidemment la fin des élites, c'était le résultat de lâcheté et de faux pas, mais vous dites aussi surtout le résultat d'une société dirigée par l'opinion et les médias, vous faisiez allusion à nous, vous dites un peu plus loin, vous dénoncez l'irrésistible ascension du populisme et vous écrivez tous pourris, ceux d'en haut contre ceux d'en bas, qui auraient imaginé il y a une génération qui issue du fond traditionnel de l'extrême droite et du populisme des années 30. Parle plus vite encore. Ça devient un mot d'ordre dans la vie publique. Non, vous dénoncez les médias pour le côté bas de gamme de la façon dont on parle. Le pouvoir a basculé du côté de ce qu'on appelle l'opinion. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est une énigme. Les sondages, les médias et les juges. C'est vrai qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir, il est là. Et c'est un pouvoir qui a une espèce de volonté de revanche, qui est liée aussi au fait qu'on est dans un pays où les journalistes longtemps n'ont pas été libres, où les juges longtemps n'ont pas été libres, et où en réalité l'opinion n'était pas très présente parce qu'il y avait des partis politiques. J'ai bien compris, mais vous dites que le pouvoir est dans les médias. Est-ce que vous trouvez que les médias sont à la hauteur du pouvoir qu'ils ont? C'est ça la question qu'on a envie de vous poser en fait. Non mais je vous réponds d'autant plus que je suis supposé être le garant d'un journal paraît-il de référence. Qui a été très critiqué. Qui a été très critiqué, mais qui demeure incontournable, comme on dit. Qui a été critiqué. Oui, comme quoi les élites ne sont pas tous morts. Mais encore heureux que nous soyons critiqués. Si nous n'étions pas critiqués, ce serait l'Albanie d'autrefois. Ce que je crois, c'est que les médias sont un reflet de la société plus qu'ils ne commandent la société. Parfois, ils se disent à eux-mêmes qu'ils commandent la société. En fait, ils sont un miroir. Quand vous écrivez... Moi, je trouve que la bascule, c'est que justement, par exemple, les artistes comme nous, qui n'avons pas à défendre un mandat, pas à être réélus, pas machin, on n'a rien, on n'est jamais élus, nous. Si jamais on ne fait plus rire, il n'y a plus personne dans la salle. Eh bien, on se retrouve à dire plus la vérité que des gens qui sont gênés entre ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils disent avec la langue de bois. Il arrive un truc un petit peu... Oui, c'est dangereux. Comme nous, on n'a rien à perdre, on peut dire la vérité et du coup, les gens se mettent à avoir presque plus confiance dans les artistes que dans les hommes politiques. Le populisme, ça dépend de ce qu'il dira. Mais le fait qu'il le dise, c'est l'élite de notoriété. C'est-à-dire que c'est en effet un changement absolu. Isabelle Mergo, ça vous inspire quoi? Écoutez, moi, je raconte des histoires, je ne me mêle pas de politique. Mais là, c'est de la société, c'est pas de la politique. Non, enfin, on est en train de parler aussi de politique. Mais la politique, c'est la société. C'est la vie de la cité. Oui, ne me mêlez pas à ça. Non, jamais vous m'entendrez prendre position. Bon, pour terminer, il reste 30 secondes. Alain Minc, vous savez très bien que le populisme, il ne vient pas des médias, il vient aussi bien sûr. on va dire, pas forcément les élites au sens ENA, mais des élites dirigeantes qui jouent sur le populisme. C'est la facilité, vous êtes d'accord? Mais je le dis d'autant plus que j'ai détesté, par exemple, la césure qui avait été faite entre la France d'en bas et la France d'en haut. Il n'y a pas de propos plus populiste que celui-là. Tout le problème, c'est que absolument, c'est que la société circule et que la France d'en bas ou des membres de la France d'en bas aillent dans la France d'en haut. Il n'y a pas de monopole de la France d'en bas, surtout quand on est en haut.